concernant le blanchiment, peut-être plus spécialement à Monsieur Gay. Il me semble que j'ai lu dans le livre de la déclaration de Berne que Glencore avait menacé de partir si on osait venir enquêter chez eux concernant la LMA. Donc, je voulais savoir ce qui était vrai dans cette affaire, parce qu'il semblerait que, bien que le secteur du négoce soit expressément prévu dans la loi, en fait, ils ne sont jamais contrôlés en matière de blanchiment, à tel point qu'on a pu dire que si on voulait blanchir de l'argent, il ne fallait plus faire appel au secteur bancaire, mais créer sa petite société de négoce comme tout le monde. Oui, on prend 3 questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre a une question? C'est important de prendre le micro vu que c'est enregistré en fait. Il y a le monsieur là-bas. Je crois avoir compris à la radio que la quantité d'argent impliquée dans ces affaires de matières premières représente 3,5% du produit intérieur brut ou que sais-je, et que ceci est plus que ce que rapporte le tourisme. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y a monsieur derrière. Oui, Alain Coudray. Écoutez, ma question est un tout petit peu en marge, mais malgré tout, je la trouve intéressante dans le sens où c'est de savoir combien d'argent nos caisses de pension ont investi dans ces entreprises. Parce que là, il y a un problème, c'est-à-dire que nous sommes tous actionnaires de ces entreprises indirectement. Et ça serait intéressant de voir s'il n'y a pas un moyen de pression par ce biais-là. Merci beaucoup pour vos questions. Si vous permettez, je vais rapidement essayer de répondre en tout cas donner deux ou trois éléments sur le blanchiment d'argent en ce qui concerne Glencore en particulier. Je ne connais pas l'affaire à laquelle vous faites référence. Ce qui est par contre absolument certain, c'est que la Suisse occupe une place aussi très importante, mais pas seulement les sociétés de trading, mais l'ensemble, disons, de ce qu'on peut appeler la place financière, la place commerciale suisse, c'est-à-dire les grandes banques, les banquiers privés, les sociétés d'assurance, les sociétés financières, les sociétés de trading, les fiduciaires, les avocats, les grands bureaux d'avocats d'affaires, comme on vient d'en avoir la démonstration récemment avec Offshore Leaks, etc., occupent une place centrale à la fois dans la fraude fiscale internationale, sur le marché, parce qu'il faut bien parler maintenant d'un marché de la fraude fiscale internationale et d'un marché du blanchiment de l'argent, pour la simple et bonne raison que les véhicules qui sont utilisés, les moyens qui sont utilisés, les différentes artifices juridiques qui sont utilisés, notamment bien évidemment le rôle du secret bancaire là-dedans est décisif, sont exactement les mêmes. Le procureur Bertossa l'avait remarquablement souligné à plusieurs reprises dans les années 1980 déjà, sont exactement les mêmes pour la fraude fiscale et pour le blanchiment d'argent. Donc c'est incontestable que la Suisse, je ne peux pas vous répondre encore une fois sur les cas précis, parce qu'évidemment on en a extrêmement peu. Il y a extrêmement peu d'enquêtes qui aboutissent sur cette question du blanchiment d'argent. La dernière, d'ailleurs, je me permets de signaler, qui concernait les 3 banquiers ou 3 cadres bancaires genevois, a été jugée selon une nouvelle procédure mise en place dans le canton de Genève, dite procédure accélérée, ce qui permet que l'affaire est réglée dans une demi-heure, ce qui permet d'éviter tout au grand contentement des banquiers privés genevois, de l'association des banquiers privés genevois, de régler l'affaire en une demi-heure au lieu d'avoir un vrai procès, etc., où les choses peuvent sortir du point de vue de l'information. 3,5% du PIB, oui, ça c'est les chiffres qui sont systématiquement donnés par le Conseil fédéral et par les milieux concernés, par les milieux bancaires, dans la dernière enquête, dans le dernier rapport de Swiss Banking, donc de l'Association suisse des banquiers. Vous avez ce chiffre qui est systématiquement repris où ils disent que c'est l'équivalent en termes de valeur ajoutée produite
soit du tourisme, soit par exemple de l'industrie suisse des machines. Premièrement, ces chiffres sont extrêmement discutables, il faut savoir comment ils sont établis, c'est des chiffres qui sont tirés des statistiques de la Banque nationale suisse. J'ai beaucoup travaillé sur la balance des paiements de la Suisse, je sais à peu près comment la balance des paiements de la Suisse est construite, c'est-à-dire pas très sérieusement, et ces chiffres proviennent des trading companies elles-mêmes. Donc on peut, disons, commencer à avoir un certain doute sur la validité de ces chiffres, premièrement, et deuxièmement, il ne faut pas se laisser aveugler par le fait de ces 3,5%. C'est comme la gestion de fortune, c'est quelque chose que je répète depuis 25 ans, quand on dit la gestion de fortune est extrêmement importante pour l'économie suisse, etc. Prenons la chose sous un autre angle, en termes d'emploi. Combien est-ce que les sociétés de trading créent d'emplois en Suisse? Alors, 3,5% de PIB pour l'industrie des machines et pour les trading companies suisses. Mais l'une emploie 100 000 employés, l'industrie suisse des machines, l'autre 10 000 employés. Donc, on est dans un rapport de 1 à 10. Donc, je crois qu'il faut dire, répéter que les activités de trading sont extrêmement peu créatrices d'emplois en Suisse. C'est des emplois extrêmement qualifiés, de traders pour une bonne partie, avec, disons, toutes les conséquences en termes de mentalité prédatrice que ça implique pour ce pays. Et je pense que c'est une des plus graves choses, je terminerai là-dessus, que ce développement des sociétés de trading en Suisse, ça contribue à ancrer de plus en plus au sein de la bourgeoisie suisse, au sein des milieux dominants suisses, une mentalité de pirate, de prédateur, dont vous avez une expression qui est fantastique avec la réaction d'un des dirigeants de la banque, Julius Baer, quand on lui demande si effectivement Cahuzac avait 16 millions dans le compte qu'il a fait transférer de réel à Singapour par l'intermédiaire de Julius Baer. Et ce cadre bancaire répond: mais pas du tout, c'est totalement impensable que Cahuzac ait eu 16 millions d'euros dans son compte bancaire. Vous pensez que s'il avait eu 16 millions dans son compte bancaire, il aurait besoin de devenir ministre? Bien, ça c'est la mentalité de pirate de cette bourgeoisie suisse, et je suis tout à fait désolé avec Carlos Omagorgas. Encore une fois, c'est pas un constat du tout personnel donc sur le Parti Socialiste que je porte, mais c'est le constat suivant. Si je peux juste dire, c'est un constat, le constat que je porte sur la formidable avantage, parce que je pense que c'est un constat scientifique, et généralement j'aime pas tellement les gens qui sont contre la science, bien, je trouve, bon, bien, un peu rétrograde, disons, ceux qui n'aiment pas, disons, discuter scientifiquement. C'est un constat que vous trouvez dans les archives de l'Association suisse des banquiers. Mesdames et messieurs, l'Association suisse des banquiers met ses archives librement à disposition. Vous avez qu'à écrire à l'Association suisse des banquiers, vous pouvez faire exactement la même chose que moi, c'est-à-dire lire tous les procès-verbaux internes. Ça fait 80 000 pages, c'est un peu long, mais disons, vous pouvez lire tous les procès-verbaux de l'Association suisse des banquiers de 1912 jusqu'à relativement récemment. Eh bien, l'Association suisse des banquiers se réjouit à de nombreuses reprises que le Parti socialiste suisse soit englué dans l'État. Ils me disent, ça c'est un très gros avantage, il faut surtout préserver ceci. Merci beaucoup. Des pièces de pension. Oui. Bon, je ne sais pas si la vérité sort forcément des procès-verbaux de l'Association suisse des banquiers. Je pense qu'il y a peut-être d'autres sources et d'autres réflexions à avoir. Ceci dit, je pense qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour créer, effectivement, renforcer la réflexion et surtout le mouvement social afin de faire bouger les fronts politiques sur cette question extrêmement problématique d'une Suisse qui est le refuge de ces multinationales. Je partage le terme de dire des multinationales prédatrices et destructrices des dimensions humaines et environnementales.
Je crois que sur ce qui est du volume, alors effectivement on peut discuter si c'est 3, si c'est 3, 4, etc. Il y a en tout cas un élément qui est assez intéressant, c'est que le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le commerce de transit tel qu'il est répertorié, donné naturellement par les multinationales elles-mêmes, c'est qu'en 2011, ça représentait 763 milliards de francs qui étaient gérés. Et cela dépasse finalement le produit interne brut de la Suisse, qui lui est de 580 milliards en 2011. Et on voit donc la dimension de ce brassage de fonds qui est fait par ces entreprises d'extraction de négoce et bancaires à ce niveau-là. Et puis les recettes, ça vient du rapport du Conseil fédéral. Mais ça montre une tendance, c'est-à-dire que le Conseil fédéral dit que les recettes nettes ont passé de plus de 1 milliard de francs en 2000 à 11 milliards de francs en 2007 et à 20 milliards de francs en 2011. Si les chiffres ne sont pas exacts, on voit en tout cas qu'il y a un développement exponentiel du gain réalisé par ces sociétés du trading en matière première. C'est donc cette tendance qui est extrêmement intéressante et qui montre que finalement il y a vraiment une concentration de sociétés ici. Il y a probablement une expansion du marché, contrairement à ce qui est dit, une expansion des matières premières qui sont traitées par les entreprises situées en Suisse. Maintenant, en ce qui concerne les caisses de pension, j'avais fait une intervention non pas sur les matières premières extractives, mais sur les matières premières agricoles, lorsqu'il y avait eu la crise alimentaire et surtout les émeutes de la faim dans les pays du Sud, liées notamment à la spéculation opérée par les entreprises de négoce en matière agricole. Et j'avais demandé qu'il y ait une obligation qui soit faite aux caisses de pension d'exclure de leur portefeuille les entreprises qui spéculaient là-dessus ou les entreprises qui menaient des politiques de financement ou réalisaient elles-mêmes du land grabbing. Et cela aurait été possible par une modification de l'ordonnance, l'une des ordonnances d'application de la loi sur la prévoyance professionnelle. Donc il fallait demander au Conseil fédéral qu'il la modifie. Le Conseil fédéral a été très clair, il n'entendait pas pour l'instant modifier cela. Il appartenait aux caisses de pension elles-mêmes finalement d'avoir des règles. Il y a des caisses de pension, tout particulièrement les caisses publiques que la majorité bourgeoise critique sans arrêt, mais les caisses publiques, pas toutes. Aujourd'hui commencent à exclure un certain nombre de placements. Alors il y a naturellement une bataille à mener dans les conseils d'administration, les comités de gestion des caisses de pension en tant que représentants des salariés. Il y a naturellement à poursuivre la bataille à Berne et de l'ouvrir parce que la question, que ce soit de matières premières agricoles ou matières premières extractives, on est dans une situation où il faut absolument limiter la mise à disposition de fonds, notamment par les caisses de pension. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer à une autre série de questions, si vous en avez. Bonjour. Petite question concernant les effets de cette trading. Vous avez toujours parlé de problèmes en Colombie ou en Pérou, mais M. Gay a aussi mentionné les effets dévastateurs ici en Suisse. Pouvez-vous l'expliquer ça un peu plus clairement? Ma question concerne l'extraction des matières alimentaires, la spéculation sur les matières alimentaires. En fait, pouvez-vous nous donner un ordre chronologique de cette spéculation? Quand est-ce qu'elle est apparue? Quels sont les éléments qui ont fait qu'elle se développe? Et depuis quand il y a une alarme en réalité? Qu'est-ce qui fait l'engrenage? Merci, on va en prendre une troisième. Merci beaucoup merci pour la parole. Je suis Victor Nzouzi Bébé, je viens du Congo, République démocratique si vous voulez ajouter. Bon, ben, je dis je viens du Congo. Donc je suis venu spécialement pour cette activité, je suis arrivé hier. Ma question s'adresse
à notre, je sais pas, aux parlementaires. Oui, messieurs du Parlement, Excellence, on dit chez nous honorables. Chez nous, on les appelle des honorables. Voilà. On ne sait pas en quoi ils sont excellents, en quoi ils sont honorables, mais quand ils cherchent le pouvoir, là, c'est nous les honorables et les excellences. Oui, ma question, c'est par rapport à la situation spécifique du Congo. Est-ce qu'il y a des entreprises en Suisse qui fabriquent des ordinateurs, sinon qui fabriquent des téléphones? Et est-ce qu'il y a eu déjà des enquêtes menées par rapport au coltan? Parce qu'on sait que ça fait 6 millions de morts la guerre au Congo et qu'il y a beaucoup d'entreprises européennes qui achètent le coltan du sang, malheureusement. Est-ce que ça, il faut attendre qu'il y ait une action en justice ou au niveau du Parlement, on peut débattre là-dessus? Si je pose la question, simplement parce que dans le rapport des Nations Unies de 2002 sur le pillage des ressources du Congo et la guerre au Congo, il y a une entreprise suisse qui avait été citée, c'était Swiss Air, la compagnie suisse d'aviation. Swiss Air à l'époque et Sabena à l'époque en Belgique, Swiss Air, donc la compagnie suisse d'aviation, et Sabena en Belgique, ces deux compagnies transportaient le minerai du Congo pendant la guerre, donc le minerai partait du Rwanda, de l'Ouganda, pour les amener en Europe, aux États-Unis. C'est dans le rapport des Nations Unies de 2002. Et curieusement, 2 ans après ou une année après, nous devions apprendre que ces entreprises sont mortes. Les 2 entreprises sont tombées en faillite. Et pourtant, nous croyons qu'avec tout ce qu'il y a comme arsenal juridique en Europe et en Suisse, nous croyons que l'État suisse allait poursuivre ces entreprises. Maintenant, ces entreprises sont mortes. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, Congolais, par exemple, sur les dégâts causés par ces entreprises qui sont malheureusement mortes? La deuxième question, c'est par rapport à une entreprise allemande, Danzer, si je prononce bien, bon, c'est allemand, Danzer. Cette entreprise exploite le bois au Congo par sa filiale Siforco qui est au Congo. Mais Danzer a un allié ici en Suisse. Et nous savons qu'elle a un allié ici en Suisse. Cette entreprise Danzer, Siforco au Congo, pratiquement ne paye presque pas les taxes. Je vous signale qu'en République démocratique du Congo, c'est 20% du territoire national occupé par les entreprises qui exploitent le bois. 20% du territoire national. Et toutes ces entreprises qui exploitent le bois n'apportent que moins d'1% dans le budget national du Congo, qui est déjà un budget de misère. Mais ce que je voulais dire est que Danzer, une entreprise allemande qui a son allié en Suisse ici, exploite par Siforco au Congo, ne paye pas des taxes et arrive même à faire arrêter des paysans qui luttent contre ces entreprises parce que ces entreprises ne respectent pas même leur cahier de charges signé avec les autochtones au Congo. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas pareils comme vous êtes présenté comme notre allié? Quelle démarche on peut mener pour que demain ces débats puissent avoir lieu là où vous représentez le peuple suisse? Merci. Oui, c'est un anachronisme qui veut qu'on appelle les élus les honorables. Rassurez-vous, ici en Suisse, ce n'est pas le cas, sauf dans un canton encore, c'est au Tessin, mais je pense que ça partira également là-bas. Surtout lorsque l'on sait qu'il y a des élus au Tessin qui ont été condamnés à plusieurs reprises et qui ensuite ont été élus et qui ne payent pas les cotisations sociales dans leur entreprise et sont quand même élus. Je dirais simplement que, en ce qui concerne les entreprises suisses et de leur responsabilité par rapport aux actes, soit de leur propre société, soit de filiales, soit de succursales, c'est tout l'enjeu qui a été mené par la pétition Droits sans frontières et les 135 000 signatures qui ont été déposées. Pétition qui malheureusement a été balayée du revers de main par la Commission de politique extérieure et qui a été aussi balayée par le Conseil national et le Conseil des États, donc la Chambre des représentants et le Sénat. Ce qui par contre il faut dire, c'est que le thème de cette responsabilité n'est pas complètement disparu parce que nous avons pu obtenir qu'il y ait ce postulat qui demande un rapport
sur ce que peuvent faire les sociétés, ce qui existe en fait dans les autres législations en matière de responsabilité des administrateurs et des conseils d'administration dans le cadre de violation des droits humains, droits sociaux et droits environnementaux. Et on essaie de construire quelque chose là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il est clair, et ça ressort très bien du rapport du Conseil fédéral, qui, au lieu de se poser des questions de perspective, comment on pourrait améliorer le dispositif juridique, ne fait que faire l'inventaire de l'impasse actuelle du système juridique, où aujourd'hui, que ce soit du point de vue pénal ou du point de vue civil, il n'y a aucun moyen pour pouvoir incriminer ou faire payer une entreprise mère ici ou une entreprise intermédiaire en Suisse pour des faits qui ont été commis par une autre entité juridique, alors même que c'est le même conglomérat économique, la même propriété économique. Et là, on constate déjà que dans certains pays, il y a des petites avancées qui ne sont pas énormes, mais qui permettent d'espérer d'aller dans ce sens. Et c'est déjà de dire, dans le registre, et la déclaration de Berne le demande d'ailleurs dans ses revendications, c'est dans le registre du commerce, il n'y a pas seulement la structure juridique qui soit mise et autres, mais qu'on en indique qui est le réel propriétaire économique, ce qui permet déjà peut-être d'invoquer des éléments nouveaux dans le cadre de procédures que pourraient intenter des avocats avec des victimes pour essayer d'obtenir des jurisprudences innovantes. Voilà donc, c'est un sujet qui est sur la table du Parlement, qui est réitéré, mais il est clair que la majorité telle qu'elle se présente au niveau politique, au Conseil fédéral et au Parlement, fait que les avancées sont soit impossibles, soit difficiles, et si elles ont lieu, c'est des petits pas. Deuxième élément, si je peux me permettre, c'est la question des effets des multinationales en Suisse. Moi, je pense que si il y a l'attraction de ces multinationales en Suisse, c'est tous des effets qui ont lieu rien que sur le marché du logement, par exemple à Genève. Vous regardez l'arrivée de ces sommes énormes et de ces salaires gigantesques qui sont versés à des traders et qui ont naturellement là des conséquences sociales immédiates parce qu'il y a une éviction du logement. Mais ça, c'est un aspect secondaire. L'aspect peut-être principal, c'est les conséquences sur la politique étrangère. Et ça, le Conseil fédéral le reconnaît volontiers. Il dit que les enjeux de sociétés comme Glencore ou Strata, il ne les nomme pas, mais de grandes sociétés multinationales et de leur politique et de leur responsabilité, voire de leur, il ne dit pas exaction, mais de leur acte commis à l'étranger, peut avoir un impact sur la politique extérieure de la Suisse, c'est-à-dire qu'il peut avoir, à partir de là, une image négative qui est donnée à la Suisse par le fait de sociétés privées. Donc ça aussi, ce sont des éléments qu'on vient de tenir en compte. Maintenant, ce qui compte, j'ai juste une petite remarque à faire sur Glencore. Il y a eu une rencontre avec Glencore et les parlementaires. Un élu PLR zurichois a invité Glencore à venir à l'hôtel Bellevue et à présenter sa politique aux parlementaires. M. Glasenberg, mon chef, était là. Et à un moment donné, on a posé la question, Madame Jacqueline Badran, conseillère nationale zurichoise, a posé la question de savoir combien d'impôts il payait en Zambie avec ses entreprises. Et il a posé la question, il a reposé la question, mais est-ce que vous voulez savoir en Zambie ou ici en Suisse? On a demandé les deux. Et à ce moment-là, il a dit, je ne paye pas d'impôts pour la société, ni en Zambie, ni en Suisse. 0 francs d'impôts pour la société. Alors il s'est rattrapé, il a dit, mais moi je suis historiquement la personne qui paye le plus d'impôts en Suisse parce que j'ai la plus grande fortune, etc. On lui a simplement rappelé que finalement les entreprises, c'était choquant d'avoir une entreprise qui réalise, et dans le rapport je pourrais retrouver, je crois, 253 milliards de chiffre d'affaires qui ne payent pas un impôt, un sou d'impôt en Suisse, et qui ensuite vient nous faire des grands discours sur le respect des principes par sa société, des principes sociaux et environnementaux. Si vous permettez, je peux compléter un tout petit peu, parce que je pense que la question de savoir quels effets en Suisse même les sociétés de trading, le développement des opérations de trading A et ce type d'opération A, c'est très très important, parce qu'il y a toujours cette dichotomie, d'ailleurs que Carlo a en partie reprise en disant c'est la poule aux œufs d'or. Ou non, c'est pas tout à fait la poule aux œufs d'or, c'est la poule aux œufs d'or justement pour qu'il y ait une toute petite minorité
de propriétaires de ces entreprises et de traders qui gagnent 300, 500, 1000 francs ou voire même 1 ou 2 millions pour ceux qui sont relativement bien payés. Mais il y a des conséquences. Donc, sinon on dit que c'est seulement au sud. Non, non, il y a des conséquences graves, y compris en termes d'emploi en Suisse. Alors, vous avez deux aspects. Premier aspect, on devrait quand même comprendre depuis 2008 que nous sommes les ravages, disons, que la financiarisation, et Dieu sait si les opérations de spéculation sur le trading font partie de la financiarisation internationale. Donc ces opérations de financiarisation, cette financiarisation à outrance qui s'accélère chaque année depuis 20-25 ans dans le monde, a des conséquences délétères, dramatiques, dont les Suisses actuellement ne font pas l'expérience, mais qui a déjà des conséquences absolument ravageuses pour les pays du sud de l'Europe. Bien, parce que la crise financière qui s'est déclenchée en 2008, c'est en partie lié aux opérations de spéculation autour du trading. Bien. Donc, si en Suisse il n'y a pas eu, c'est parce que UBS a été sauvé de justesse par l'État suisse et par l'État américain. Les 60 milliards qui ont été débloqués par le Conseil fédéral et la Banque nationale suisse, et ce qu'on sait beaucoup moins, on ne sait pas le chiffre exact, mais entre 100 et 150 milliards qui ont été débloqués par l'État américain et la Banque centrale américaine, pour sauver aussi UBS, c'est-à-dire UBS aux États-Unis. Bien, si UBS avait fait faillite, vous imaginez les ravages sociaux, les ravages économiques, les ravages en termes d'emploi en Suisse. Donc la Suisse n'est pas du tout à l'abri de tels chocs dans les années à venir. Ça, c'est la première chose. Et on oublie la deuxième chose systématiquement. Si les banques spéculent dans les matières premières, si les banques font de la gestion de fortune, si les banques développent leur investment banking qui est lié à la gestion de fortune et la spéculation sur les trading companies, ça veut dire qu'elles ne font pas autre chose. Ça veut dire qu'elles ne font pas ce pourquoi, la seule chose pour laquelle les banques sont relativement utiles, c'est-à-dire collecter l'épargne locale ou nationale et la mettre à disposition de projets, si possible. Ça, en société capitaliste, c'est difficile, mais au moins, en société capitaliste, la mettre à disposition de projets locaux et régionaux, c'est-à-dire la mettre à disposition des entreprises. Or, ça, tout montre que depuis 20 ans, les grandes banques suisses ont diminué l'importance de leur retail banking, c'est-à-dire de leurs activités de mise à disposition de crédit à des petites, moyennes entreprises, à des artisans, etc. Et ça, c'est des milliers d'emplois qui disparaissent parce que les entreprises n'obtiennent plus les crédits ou bien qui ne sont pas créés parce que les entreprises ne peuvent pas obtenir les crédits nécessaires. Ça, j'ai fait une fois, ça fait 25 ans que j'essaie de convaincre des collègues économistes ou les autorités de bien vouloir une fois faire un rapport. Ça serait intéressant que le Conseil fédéral nous fasse un rapport là-dessus. Une fois, en termes d'emploi, combien de milliers et de dizaines de milliers d'emplois ça coûte. Et dernière chose, je réinsiste, si vous avez des milliers de traders ultra bien payés à Zug, Zurich ou Genève ou Vaud, etc., qui travaillent comme des pirates, bien, sans loi, ni contrainte, ni morale, etc., avec la mentalité de pirates. Bien évidemment que ça développe dans l'ensemble de la population par effet de capillarité, y compris à travers les portiers d'hôtel, bien, la mentalité de pirate. Et il y a quelque chose qui personnellement m'inquiète de plus en plus dans ce pays, c'est que nous avons une bourgeoisie, non seulement une bourgeoisie, mais une petite bourgeoisie, voire des pans entiers des salariés qui développent une mentalité de pirate, notamment une bonne partie de gens qui votent pour l'UDC ou encore plus à droite. C'est juste
un parti de pirates, pas au bon sens, ou plus ou moins au bon sens, c'est-à-dire allemand du terme, c'est pas le parti des pirates allemands, bon, bref, mais disons pour des vrais pirates, des vrais flibustiers de la finance internationale. Il me reste pas beaucoup de temps, une petite dizaine de minutes, j'aimerais prendre une dernière question. Il me semble qu'il y avait des gens qui avaient des questions ici. Je prends une question et après on clôturera le débat. Margot. Non, en fait, on est enregistré, il faudrait le micro s'il vous plaît. Où est le micro? Ich möchte fragen für die Verein Multibach. Entschuldigung. Ja, Multibach. Multibach, kennen Sie schon die Beziehung zwischen der Regierung und oder die Gruppe Paramilitär und Glencore Extra? Sie kennen Sie schon etwas darüber? Wollen Sie Spanisch sprechen? Ja. ¿En español? ¿Puede repetir la pregunta en español? Bueno, pues. ¿Ustedes conocen alguna relación entre los grupos paramilitares en Colombia o en el departamento del Cesar y la empresa Glencore Extra? ¿Saben algo de eso? Y también pues con el gobierno, ¿no? ¿Cómo son esas relaciones allí con el financiamiento de los grupos paramilitares que todavía existen? Wir haben Informationen darüber, aber es gibt... La seule question est de savoir si Multiwatch est au courant des relations qui existeraient ou qui existent entre les sociétés Glencore, Strata et les groupes paramilitaires dans le département du César en Colombie. Es gibt hier im Raum ein Experte zu diesem Thema, Stefan. Ich gebe das Wort an ihn weiter, weil er ist von der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien und er kann dazu Auskunft geben. Also, zur Frage der Beziehungen zwischen Paramilitärs und Glencore in Kolumbien. Es gibt bisher praktisch keine wirklich gesicherten Kenntnisse. Es gab bisher einige Aussagen von paramilitärischen Kommandanten, dass diese Beziehungen existieren, dass Glencore Paramilitärs bezahlt hat. Was ich sagen kann, ist, dass Pax Christi Holland in wenigen Wochen einen Bericht herausgeben wird, wo das ein Thema sein wird. Ich darf heute darüber noch nichts sagen, weil der Bericht noch nicht öffentlich ist. Aber es gibt im Bälde neue konkrete Hinweise, dass Glencore mit den Paramilitärs in Kolumbien am Zusammenarbeiten ist. Und werde vielleicht nachher auf dem Nachmittag mit Jimena González noch etwas mehr zu Glencore in Kolumbien hören. Merci. Il y avait encore une dernière question en fait ici juste devant et après on terminera sur cette question. Merci. Bonjour, j'aimerais juste poser une question simple en fait, vu qu'on est un peu tous mobilisés ici pour une cause qui est non à la spéculation des biens alimentaires. Et juste simplement, est-ce que c'est possible, parce qu'on peut mettre tout en œuvre, mais s'il n'y a pas un retour des grands monsieur, on n'en sait rien, voilà, qui sont plus petits que ce qu'on fait aujourd'hui, je pense, est-ce que de leur part, ils avanceront un pas sur ce qu'on fait, tout ça, aujourd'hui, tous les jours? Est-ce que ce serait possible ou pas? Juste ça. Si un jour. Parce que déjà, personnellement, je pense qu'ils font déjà assez de bénéfices pour supprimer encore ce petit point. Je sais pas. Est-ce que tu peux juste refaire la question en avant? Bon, la question, c'est celle de la régulation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir, soit au niveau national, soit au niveau international, obtenir qu'il y ait des règles qui limitent, voire interdisent un certain type de commerce
que ce soit la spéculation ou le commerce en bourse des biens alimentaires. Ça, c'est un élément. C'est quel type de société peut être autorisée à faire ce trading par exemple, sans bénéfice, hein, c'est-à-dire comment on peut réguler le transfert de biens d'un lieu où il y a une production, où il y a un besoin, sans que cette demande, parce que la demande correspond à un besoin vital des populations, ne soit source de profit. Donc pour cela, il faut obtenir les majorités politiques pour introduire des régulations qui peuvent être, comme on a évoqué tout à l'heure déjà, de ne pas financer par le biais de caisses de pension, que les bourses suisses soient régulées pour que un certain nombre de biens ne soient pas négociés, ou alors qu'il y ait des règles internationales, ou dans d'autres pays aussi, qu'il n'y ait pas de biens qui soient commercés dans les bourses, voire même des régulations internationales. Pour cela, il faut obtenir des majorités. Alors aujourd'hui, je pense qu'on est nombreux ici, mais on est encore insuffisant, et qu'il s'agit de créer le mouvement le plus fort pour pouvoir modifier les fronts. Et je pense que c'est indispensable pour la lutte contre, naturellement, la spéculation. Moi, je dis que c'est aussi indispensable pour l'avenir économique de la Suisse. Aujourd'hui, toutes ces entreprises qui sont basées sur la côte lémanique ou à Genève induisent un développement économique fondé, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Sébastien Agnès, sur ce type d'économie. Et à Genève, le simple fait de devoir changer le taux d'imposition de ces sociétés, c'est une perte fiscale à la demande de l'Union européenne, c'est une perte fiscale de 500 millions de francs dans un budget cantonal. Je veux dire, qui est-ce qui va trinquer? C'est effectivement les couches populaires et la classe moyenne. Et entre-temps, on a baissé les impôts pour les secteurs les plus aisés de la population. Je m'excuse, merci beaucoup, il est 15h, on doit arrêter malheureusement le débat maintenant.